Le mois dernier, le monde a levé les yeux vers le ciel pour de mauvaises raisons. Les journaux, les écrans et les réseaux parlaient d'un seul corps céleste. 3I, divisé par Atlas, la comète interstellaire venue d'ailleurs, glissant paisiblement à des millions de kilomètres de la Terre. C'était le spectacle parfait, une étrangeté inoffensive, un miracle sans menace. Les observatoires publiaient des courbes de luminosité. Les chaînes d'information parlaient de merveilles cosmiques. L'humanité, rassurée, regardait dans la mauvaise direction. Pendant ce temps-là, un autre visiteur, 100 fois plus massif, entrait dans le système solaire intérieur, caché dans l'éblouissement du Soleil. Son nom viendrait plus tard, C divisé par 2025, R2, Swan, une comète ancienne, silencieuse, que personne n'avait vu venir. Nous vivons dans une ère où la vigilance est devenue spectacle. Nous croyons observer le cosmos, alors que nous ne faisons que contempler nos reflets. La science moderne, saturée de lumière, oublie que la lumière elle-même ment. Chaque fois que nous éclairons le ciel, nous creusons un peu plus notre propre aveuglement. Les plus grands télescopes, Keck, Subaru, le VLT, suivaient Atlas avec ferveur, enregistrant chaque photomètre, chaque rotation, chaque grain de poussière. Mais aucune lentille ne regardait vers le Soleil. Zone interdite, saturée, mortelle pour les capteurs. Dans cette bande aveugle, un autre corps se déplaçait, invisible, indétecté. Personne ne soupçonnait que l'histoire la plus importante de l'année était en train de se jouer à l'intérieur même de l'éclat que nous vénérions. Plus tard, Carl Battams, de la U.S. Naval Research Laboratory, expliquera « Le soleil est plus lumineux que la peur ». Une phrase d'apparence poétique, mais d'une exactitude physique absolue. La lumière solaire sature chaque détecteur optique terrestre. Entre cette lumière et nous, il existe un territoire de non-vision, une zone géométriquement interdite qu'aucun instrument au sol ne peut franchir. Les astronomes l'appellent la zone Holichek, une frontière que la physique elle-même trace pour rappeler nos limites. Des milliers d'objets y passent chaque année. Astéroïdes, fragments, comètes, certains minuscules, d'autres gigantesques. Tous traversent le regard humain sans y laisser de traces. Swan fut l'un d'eux. Nous aimons penser que plus nous regardons, plus nous comprenons. Pourtant, chaque observation agrandit la part de ce que nous ne verrons jamais. La connaissance, comme la lumière, crée son propre halo d'ignorance. Et l'homme moderne, aveuglé par ses propres instruments, confond la clarté avec la vérité. En septembre 2025, la fascination collective pour Atlas reflétait parfaitement celle des télescopes. Tous fixaient le spectacle. Aucun ne surveillait le danger. La négligence n'était pas technique, elle était philosophique. Nous cherchons le beau, et le beau nous aveugle. Nous cherchons le sûr, et le péril arrive de la direction que nous refusons de regarder. Le soleil ne nous aveugle pas, dira plus tard Jean-Louis Berthaud, créateur du détecteur Swan, embarqué sur le satellite SOHO de l'ESA et de la NASA. C'est notre conviction que nous pouvons tout voir, pourvu que nous construisions des yeux assez puissants. Chaque civilisation croit à la perfection de sa vision, jusqu'à ce que le cosmos la corrige. Au début de septembre, les premiers indices étaient déjà là. De faibles anomalies ultraviolettes dans les données solaires, trop ténues pour déclencher une alerte automatique. Aucune alarme, aucun communiqué. Juste le silence, la forme la plus pure d'information que l'univers sache transmettre. Et puis, soudain, quelque chose a changé. Un éclat ultraviolet, minuscule mais en expansion, apparut dans le champ du détecteur Swan à bord de SOHO. Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas un reflet. C'était une comète, déjà passée derrière le Soleil, déjà sur le chemin du retour. On lui donnerait un nom, plus tard. On publierait les chiffres, plus tard. On se poserait les bonnes questions, trop tard. Le 11 septembre 2025, à 23h17 UTC,
une anomalie apparue dans les données du spectromètre Lyman Alpha de Swan, à bord du satellite SOHO, un observatoire solaire de la NASA et de l'ESA lancé il y a près de 30 ans. Une intensification soudaine du flux d'hydrogène neutre, concentré dans une région du ciel proche du limbe solaire. Au premier regard, c'était un artefact. Une erreur d'étalonnage peut être un rebond optique. Mais les instruments de Swan ne mentent pas si facilement, ils mesurent la respiration du vent solaire, pas ses caprices. Dans la salle de contrôle du Naval Research Laboratory à Washington, Carl Battams examinait le flux de télémétrie. Depuis plus de 20 ans, il surveille ces signaux, chassant les comètes rasantes du Soleil, dans le flot de données continues que SOHO transmet à la Terre. Cette fois, la signature n'avait rien d'un fragment ordinaire. La tache d'hydrogène croissait d'heure en heure, comme si un objet massif libérait de la vapeur d'eau sous l'effet de la chaleur solaire. La trajectoire indiquait un point d'origine hors du plan des observations terrestres. Une approche que personne n'attendait. Un silence d'étonnement suivi dans la ligne de communication. Puis Battams écrivit 3 mots dans son journal électronique. « Ceci n'est pas un bruit ». Le lendemain matin, à Paris, Jean-Louis Berthaud et Éric Kemray, au CNRS divisé par l'Atmos, reçurent la séquence brute. Les instruments du Swan étaient vieillissants, leur détecteur UV affaibli par des décennies de rayonnement. Mais la trace persistait sur chaque canal. Berthaud reconnut aussitôt la signature typique d'une émission Lyman Alpha provoquée par la photodissociation de la vapeur d'eau, un indicateur sûr de comètes actives. Il envoya un message laconique à ses collègues de l'ESA. Objet confirmé, source cométaire probable, à suivre avant le lever du jour. Pendant que l'Europe dormait, des télescopes terrestres furent orientés à la hâte. À Hawaï, au Chili, en Australie, les astronomes pointèrent leurs optiques vers les coordonnées données par SOHO. Rien. Le soleil dominait encore le champ, noyant tout dans son éclat. Sur Terre, la comète restait invisible, un fantôme brûlant derrière la lumière. Il fallut une modélisation orbitale préliminaire, calculée par le Jet Propulsion Laboratory, pour révéler la vérité. L'objet avait déjà franchi son point le plus proche du Soleil. Autrement dit, la découverte était arrivée trop tard. Le phénomène que Swan observait n'était que la traînée après la révélation, le souffle d'un passage accompli. Et pourtant, cette détection postérieure fut une victoire paradoxale. Preuve qu'un instrument conçu pour surveiller le vent solaire pouvait encore, 3 décennies plus tard, détecter ce que toute la technologie moderne avait manqué. À ce moment précis, C divisé par 2025 R2, la désignation officielle n'avait pas encore été attribuée, s'éloignait déjà du Soleil, se dirigeant vers l'intérieur du système solaire, vers nous. Les échanges entre NASA et ESA s'intensifièrent. Les données furent recoupées avec le réseau Minor Planet Center à Cambridge. L'alerte passa entre les mains de Matthew Knight, spécialiste des comètes à l'Académie navale américaine. Son commentaire fut bref. Un corps de cette taille découvert après son périhélie n'aurait jamais dû passer inaperçu. Mais c'était le cas. Et dans cette phrase sèche se trouvait toute la fragilité de notre veille cosmique. Il y a quelque chose d'humiliant dans le fait que la découverte d'un objet de plusieurs kilomètres de diamètre dépende d'un appareil des années 1990, orbitant à 5 millions de kilomètres de la Terre. SOHO n'était pas conçu pour détecter des menaces, encore moins pour surveiller les zones aveugles du ciel. Mais sa caméra Swan, observant dans l'ultraviolet profond, voit ce que les yeux humains ne peuvent pas voir, le souffle d'hydrogène libéré quand la glace rencontre la chaleur. Une langue invisible, traduisant le langage du vide. Les photons ultraviolets ne mentent pas, dit Kemray. Ils racontent l'histoire de l'eau, et donc de tout ce qui vit ou s'éteint. Dans cette phrase se mêlaient la science et la poésie, sans contradiction. Car la vérité, parfois,
exige de parler 2 langues à la fois. Le dossier prit le nom de C divisé par 2025. AR 2, en hommage à l'instrument qu'il avait trouvé. Ce fut la 20e comète, créditée à Soho, un chiffre symbolique, mais aussi un avertissement. Chaque découverte de Swan est un rappel que nous dépendons encore d'un seul œil tourné vers le soleil. Un œil vieillissant, fragile, suspendu dans le vide. Et si cet œil se fermait? Ce soir-là, Battams écrivit un mail à ses collègues. Sans Swan, celle-ci aurait traversé le système solaire sans que personne ne le sache. Pas parce qu'elle était trop faible, mais parce qu'elle venait du côté où nous ne regardons jamais. L'ESA publia une note sobre, presque bureaucratique. Objet cométaire détecté dans le domaine ultraviolet, désignation provisoire attribuée. Observation complémentaire requise, une phrase neutre. Pour un événement qui, en vérité, remettait en question toute la logique de notre surveillance spatiale. Ce n'était pas une découverte fortuite, c'était un miroir tendu à notre méthode. La science ne manque pas de moyens, elle manque de regard. Les instruments voient tout, sauf ce qu'on ne leur demande pas de voir. Et chaque fois que le cosmos décide de franchir le seuil de notre perception, il le fait sans prévenir. La comète, désormais baptisée Swan, avançait vers l'ombre de la Terre. Elle avait survécu au feu solaire. Elle portait encore sur son cœur les cicatrices du périhélie. Dans quelques jours, elle passerait plus près de notre planète que n'importe quelle grande comète depuis un siècle. Mais la vraie question n'était pas « que sommes-nous en train de voir ?» C'était « qu'avons-nous cessé de regarder ?» Pendant des décennies, les astronomes ont su qu'il existait un endroit du ciel où leurs instruments perdaient la vue. Ce n'est pas une défaillance, ni une erreur humaine, mais une limite inscrite dans la géométrie même de la Terre et du Soleil. On l'appelle l'effet Holichek, une bande d'environ 30 degrés autour du Soleil où aucune observation optique fiable n'est possible. Là, la lumière devient ennemie. Elle noie, écrase, dissout. Tout ce qui s'y aventure disparaît dans le blanc absolu. Entre août et la mi-septembre 2025, la comète Swan traversa précisément cette zone. De notre point de vue terrestre, elle n'existait pas. Ses émissions, ses jets, son accroissement de luminosité, tout cela se produisait à découvert. Mais pour nous, c'était un jour éternel. Les caméras automatiques continuaient leur relevée du ciel nocturne et rien d'anormal n'apparaissait. Swan passait dans le plein jour de l'humanité, invisible. L'effet Holichek n'est pas une anomalie technique, c'est une frontière ontologique. Même les plus grands observatoires, Pan-STARRS, le réseau Catalina, le télescope Subaru, ne peuvent pas forcer ce mur de lumière. Leur incapacité n'a rien de honteux. Elle nous rappelle que voir n'est pas comprendre, et que comprendre n'est pas tout voir. Dans cette cécité temporaire, la comète poursuivait sa route, enveloppée dans son propre halo d'hydrogène, tandis que sur Terre, nous attendions la nuit pour guetter le ciel. Une nuit qui, à cet endroit précis, n'existe pas. Les rares instruments capables d'y percer un regard sont ceux que l'homme a arrachés à l'atmosphère. Les satellites. Soho, posté à 1,5 million de kilomètres, observe dans l'ultraviolet ce que la lumière visible dissimule, mais son champ est étroit. Ses détecteurs vieillissent. Son œil électronique ne balaie qu'une mince portion du firmament. Pendant presque un mois, Swan a traversé ce que les chercheurs appellent la zone morte, un corridor de pure ignorance. Et dans cette ignorance, il n'y avait pas seulement un vide scientifique, mais quelque chose de plus ancien. La reconnaissance de notre impuissance à tout connaître. Jean-Louis Berthaud écrivit un jour, en commentant les premières images du Swan, « La lumière du soleil, en se réfléchissant sur la poussière, dessine le contour de ce que nous ne pouvons plus mesurer. » La phrase, simple, contient l'essence de la limite. Elle dit que la connaissance poussée à son extrême se transforme en barrière.
que la transparence absolue devient opacité, et que le ciel, même lorsqu'il semble clair, garde ses secrets. Chaque année, des fragments de roches, des comètes, des poussières glissent dans cette bande de lumière. Certains ressortent indemnes, d'autres se désintègrent sans témoin. Peut être qu'une civilisation entière pourrait disparaître ainsi, avalée par l'éclat de son propre soleil, sans laisser d'autres traces que l'ombre d'une absence dans un spectre ultraviolet. En regardant les courbes de luminosité, Éric Kéméré remarqua un détail. Le pic d'hydrogène enregistré par Swann se répétait tous les 20 et 1 heure, avec une précision mécanique. Comme un pouls, régulier, obstiné. Il murmura « Ce n'est pas la comète qui disparaît, c'est nous qui clignons des yeux ». La phrase resta accrochée au mur de la salle de contrôle, quelque part entre ironie et lucidité. Elle résumait le paradoxe de toute observation cosmique. Nous cherchons à abolir la nuit, alors que c'est elle qui nous permet de voir. Swann traversait le domaine interdit, là où la physique interdit de regarder. Quand elle en ressortit, ce fut comme une apparition, une traînée pâle sur un fond d'ultraviolet. Un signe que l'univers, pour un instant, avait consenti à se laisser entrevoir. Mais l'univers ne donne jamais sans reprendre. Ce que la lumière révéla à ce jour-là, elle l'effaça presque aussitôt. Et il ne resta que des chiffres, une suite de coordonnées, une certitude fragile. Nous avions manqué quelque chose de grand. La lumière, pensait Berthaud, est un piège qui se referme sur celui qui croit la dominer. Chaque rayon éclaire un fait, mais chaque éclat engendre un angle mort. Et peu. Être que la vérité la plus terrible du cosmos est celle-ci, tout ce que nous appelons visible n'est qu'une forme très élaborée d'obscurité. Le 12 septembre 2025, à 5h03, la comète C divisée par 2025 R2 atteignit son périhélie, son point le plus proche du Soleil. 75 millions de kilomètres à peine la séparaient de la fournaise. À cette distance, la lumière n'est plus une métaphore. Elle devient une pression, une lame, une matière. Chaque photon frappe le noyau glacé comme un marteau invisible. La température monte brutalement, les couches de glace vieilles de milliers d'années se fissurent. Ce qui avait dormi dans l'obscurité interstellaire se réveille dans la douleur. Les calculs de Matthew Knight indiquaient qu'à cette distance, le flux radiatif du Soleil était 4 fois plus intense que celui reçu par la Terre. Les gaz s'échappaient en jets désordonnés, projetant des millions de tonnes de poussière dans l'espace. Sous les caméras de SOHO, la comète ressemblait à une étoile malade, gonflée d'énergie et de peur. Son atmosphère d'hydrogène, immense, s'étendait sur des millions de kilomètres. Autour de son noyau, il n'y avait plus rien de solide, seulement une vapeur brûlante et un vide saturé de lumière. Pour les astronomes, le périhélie est un rite de passage, le moment où chaque comète révèle sa vraie nature. Certaines survivent, d'autres se brisent. Personne ne peut prédire laquelle choisira la rupture. Les lois de la physique cèdent la place à la statistique, et la statistique à l'imprévisible. La matière, quand elle s'approche trop près de la vérité qui la chauffe, perd toute cohérence. La comète Swann, issue d'un nuage de débris vieux de 20 000 ans, se comportait comme un être nerveux. Chaque poussée de vapeur modifiait imperceptiblement sa trajectoire. À cette échelle, le souffle d'un gaz pouvait déplacer une montagne. L'équilibre entre glace, roche et lumière tenait dans une fraction de seconde. Ce fragile équilibre, c'était son âme si un corps de glace peut en avoir une. Les instruments de SOHO ne virent jamais le noyau directement. Seulement une tache, un centre de luminosité saturé, sans contour. Aucune caméra au monde n'aurait pu percer ce voile. Les observateurs parlaient d'un cœur invisible, un point d'origine perdue dans l'éblouissement. On aurait dit une idée, pas un objet. Une idée qui se consume pour exister. Berthaud, interrogé par l'ESA, dit simplement « Chaque périhélie est un miroir. Il nous montre à quelle distance nous pouvons aller avant de nous dissoudre. » Les journalistes n'y virent qu'une phrase poétique, mais les chercheurs comprirent le message. Ils savaient que le feu qui dévorait Swann
n'était pas différent de celui qui dévore toute curiosité, celui qui pousse à s'approcher trop près, à tout risquer pour comprendre. Sur Terre, le flux d'énergie solaire variait à peine, mais dans la zone de la comète, chaque mètre carré recevait plus de 5000 watts. L'hydrogène se séparait de l'oxygène, l'eau se transformait en lumière. Les couches internes, pressurisées depuis des millénaires, éclataient en geysers. Chaque explosion libérait un peu plus de matière, un peu plus d'histoire. Les spectrographes enregistrèrent des signatures chimiques inconnues, traces d'ammoniac, de cyanure, d'hydrocarbures complexes. Ce sont peu, être ces mêmes molécules, pensaient certains, qui, il y a des milliards d'années, avaient semé la vie sur Terre. Dans les laboratoires de la NASA, un silence pesait. Les chiffres défilaient, précis, implacables. Mais sous les équations, une émotion grandissait, celle qu'on ressent face à une vérité qui brûle. Car voir une comète passer son périhélie, c'est assister à une mort et à une renaissance à la fois. Une matière gelée qui, en s'approchant du feu, devient lumière, avant de redevenir poussière. Un cycle parfait, indifférent, sublime. Sur les réseaux internes de l'ESA, quelqu'un écrivit. Elle se défait comme un souvenir trop ancien pour être supporté. Personne ne sut qui avait tapé ces mots. Mais il résumait la scène mieux que n'importe quel rapport. Quand Swann ressortit de l'autre côté de son orbite solaire, son éclat avait doublé. Le vent solaire avait soufflé sur elle comme sur une braise, la rendant plus brillante qu'avant. Elle avait survécu. Ou plutôt, elle n'avait pas encore fini de se dissoudre. Les scientifiques savaient que le plus dangereux moment d'une comète n'est pas son approche, mais son éloignement. C'est là que les fissures s'élargissent, que les fragments se détachent, que la beauté devient menace. Swann, intacte en apparence, transportait désormais des failles invisibles, des poches de gaz sous tension, prêtes à exploser au moindre rayon de lumière. Elle portait en elle la preuve de sa fragilité et, paradoxalement, la trace de son endurance. Lorsqu'on interrogea Battams sur ce qu'il avait ressenti, il répondit « Rien, seulement le silence, et le sentiment que quelque chose là-bas avait décidé de continuer. » Dans ce silence se trouvait tout le sens du mot périhélie. Ce n'était pas seulement un point de l'espace, mais un seuil dans la conscience humaine. À un endroit où la matière et la pensée subissent la même épreuve, s'approcher trop près du feu pour apprendre ce qu'est la lumière. Le 20 octobre 2025, C divisé par 2025, AR2, Swann passa à 0. 2606 unités astronomiques de la Terre, environ 39 millions de kilomètres. À l'échelle du cosmos, ce n'était rien. À l'échelle humaine, c'était vertigineusement près. Une boule de glace et de poussière de plusieurs kilomètres de diamètre traversait l'espace à plus de 50 km par seconde, glissant dans la même orbite que la nôtre, frôlant notre trajectoire comme une ombre silencieuse. Les astronomes du Jet Propulsion Laboratory avaient calculé le MOID, la distance minimale d'intersection des orbites. 0,04, 8 unités astronomiques, une marge minuscule, assez pour être classée comme potentiellement dangereuse, même si la probabilité de collision restait nulle. Les chiffres ne mentaient pas, mais ils n'apaisaient personne, car les chiffres ne parlent pas de ce que l'on ressent quand le hasard devient une géométrie. Sur les écrans de la NASA, la trajectoire s'affichait en courbe parfaite. La Terre, le Soleil, la comète, 3 lignes de lumière se frôlant sans se toucher. Les ingénieurs comparaient cette précision à une chorégraphie céleste, un ballet millimétré par la gravitation. Mais derrière la beauté mathématique, une inquiétude rampait. La moindre éruption solaire, le moindre jet de gaz supplémentaire pouvait dévier le noyau de plusieurs milliers de kilomètres. Et à cette échelle, le destin ne tient qu'à une poussière. Matthew Knight, depuis l'Académie navale américaine,
surveiller les variations photométriques de la comète. Il déclara lors d'une conférence « C'est une chance scientifique extraordinaire, mais aussi un avertissement. Chaque passage proche est un miroir de notre vulnérabilité. » Les mots, sobres, résonnaient comme une prière technologique. Nous croyons maîtriser l'espace parce que nous en mesurons les distances. Mais la proximité ne se calcule pas, elle s'éprouve. Pendant ces jours d'octobre, les télescopes terrestres capturaient des images d'une netteté stupéfiante. Une chevelure verte, un noyau toujours indétectable, un mouvement lent sur fond d'étoiles fixes. Les amateurs du monde entier partageaient leurs photographies, émerveillés. Pour eux, Swan n'était pas une menace, mais une apparition. Pour les scientifiques, c'était une équation qui respirait. L'univers semblait retenir son souffle. Dans les laboratoires de l'ESA, on surveillait les modèles de fragmentation. Chaque variation de luminosité pouvait trahir une explosion interne, une rupture. Les fragments, même minuscules, pourraient croiser l'orbite terrestre des semaines plus tard, devenant pluie de météores ou nuages de débris. La ligne entre spectacle et danger n'a jamais été aussi fine. Carl Battams reçut des centaines de messages des médias. « Sommes-nous en sécurité ? Faut-il s'inquiéter ?» Il répondit toujours la même chose. « Oui, pour cette fois. » Une réponse courte, mais lourde d'ironie, car personne ne pouvait garantir la suivante. L'approche de Swan dura plusieurs jours. Les observatoires enregistraient ses sursauts, ses variations de couleurs, la forme instable de sa queue. Des jets asymétriques provoquaient de légers écarts dans la trajectoire calculée de quelques centaines de kilomètres, parfois de plus d'1 millier. Les chiffres semblaient minuscules, mais dans l'immensité du vide, ces déviations étaient autant de rappels. Rien, jamais, n'est totalement prévisible. Les spécialistes de la défense planétaire au CNEOS suivirent l'événement comme une répétition générale. Ils savaient que si un jour une comète réellement dangereuse surgissait de la même direction, les systèmes d'alerte seraient impuissants. Le soleil masquerait tout jusqu'au dernier moment. Swan n'était pas une menace. Elle était une leçon, un avertissement écrit en chiffres et en silence. À mesure qu'elle s'éloignait, sa luminosité augmentait encore. Sa queue s'étirait sur des millions de kilomètres, formant un filament visible depuis les hémisphères sud. Les caméras du réseau Lascombe Observatory suivirent cette transformation en direct. Le flux d'images montrait un monstre paisible, une trace de feu froid qui glissait entre les planètes. Le monde regardait, fasciné, sans vraiment comprendre ce qu'il voyait. Car la beauté du ciel cache toujours la peur de sa chute. Quand la distance commença enfin à croître, les observateurs ressentirent un soulagement discret. Mais ce soulagement n'était pas une victoire, seulement une pause. Le passage avait laissé derrière lui des milliers de particules, invisibles, dérivant sur la même route. Certaines croiseraient un jour notre atmosphère, d'autres dériveraient pendant des siècles, un souvenir en suspension. Les astrophysiciens de l'ESA rédigèrent leurs conclusions. Aucun danger immédiat, pas d'impact, aucun fragment significatif détecté, mais la dernière ligne du rapport portait une nuance. La proximité statistique reste exceptionnelle. Un tel passage ne se reproduira peu, être pas avant plusieurs siècles. Les mots étaient scientifiques, mais ils sonnaient comme un regret, une occasion d'observer, une occasion de réfléchir, une occasion de comprendre que le cosmos ne se contente pas de nous tourner autour. Il nous frôle pour nous rappeler que nous faisons partie de lui. Quand la comète disparut derrière l'orbite de Mars, les données cessèrent d'arriver. Le silence revint, épais, plein de lumière. Et dans ce silence, une seule pensée subsistait. Nous avions échappé à une rencontre, pas à une ignorance. La fin du mois de septembre apporta un sursaut que personne n'avait prévu. Alors que la comète C divisée par 2025, R2, Swan, suivait une courbe de luminosité stable depuis son périhélie, un changement brutal se produisit. En moins de 12 heures, son éclat augmenta d'un facteur 10.
Ce qui, la veille encore, ressemblait à une tache diffuse sur les images du réseau Lascombres Observatory, devint soudain visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud. Une explosion silencieuse avait eu lieu, une éruption verte, d'une beauté presque insolente. Les spectrographes confirmèrent la cause. La présence massive de molécules de carbone diatomique, C2, et de cyanogène, CN, fluorescent sous les ultraviolets du Soleil. Cette teinte émeraude, familière aux astronomes, est le signe d'une comète qui respire trop vite, une respiration cosmique à la limite de la suffocation. Des jets de gaz jaillissaient de fissures nouvelles, projetant des arcs et des filaments de poussière qui se réorganisaient chaque heure. Les clichés successifs révélaient un noyau en rotation chaotique, peut être en train de se disloquer. Mais aucune observation directe ne permit de distinguer le cœur. Il demeurait une source ponctuelle, saturée, engloutie dans sa propre lueur. Dans les stations d'observation, les messages se succédèrent. Fluctuations non modélisables. Structure de la coma instable. La courbe de lumière échappe aux prédictions. Les ordinateurs tentaient de tracer des tendances, mais chaque simulation était invalidée par les données du jour suivant. Les lois classiques ne suffisaient plus. La comète semblait inventer sa propre logique. Eric Kemmerer, devant l'écran de contrôle du Latmos, contempla les images sans parler. Il savait que ce genre d'éruption n'est pas qu'un phénomène chimique, c'est une histoire de mémoire thermique. Des couches de glace, prisonnières depuis des millénaires, atteignent enfin la température de leur libération. L'eau s'évapore, les gaz se déchaînent, et l'équilibre fragile entre cohésion et désintégration se rompt. La comète se raconte en éclats. Chaque sursaut est un souvenir, murmura Theil. Un souvenir de ce qu'elle fut, avant la lumière. Et ce souvenir, pour quelques heures, se transformait en flamme verte. Les médias, fascinés, relayèrent des images spectaculaires. Des filaments lumineux, s'étendant comme des veines dans la nuit. Les observateurs amateurs parlaient d'un joyau suspendu dans l'espace, mais dans les couloirs du Jet Propulsion Laboratory, la beauté avait un autre nom, instabilité. Les astrophysiciens savaient que ce comportement était typique des comètes proches de la rupture. L'histoire se répète. Un noyau fissuré, une pression interne incontrôlable, une désintégration soudaine. La différence entre la splendeur et la disparition ne tient qu'à quelques heures de rayonnement supplémentaire. Les discussions internes prenaient un ton grave. Faut-il classer Swan parmi les comètes potentiellement fragmentées ? Les instruments de la NASA enregistrèrent des décalages dans la trajectoire, infimes mais réels, 1 millier de kilomètres d'écart par rapport à la prédiction. Des forces non gravitationnelles, le souffle même de ces jets, modifiaient son chemin. Chaque éruption était une poussée. Chaque poussée, une incertitude. Carl Battams, interrogé par une revue scientifique, répondit simplement « Les comètes sont vivantes, à leur manière. Elles exhalent, elles tremblent, elles se souviennent. » Ces mots, mi-scientifiques, mi-mystiques, reflétaient une vérité que les modèles ne traduisent pas. À ces distances, la frontière entre mécanique et miracle devient floue. Les observateurs du Southern Astrophysical Research Telescope signalèrent que la coma prenait une teinte de plus en plus intense, saturée de vert pur. Les particules éjectées formaient un nuage diffus qui s'étendait sur plusieurs millions de kilomètres. Dans ce brouillard, les astronomes cherchaient des fragments secondaires, un éclat, un compagnon, une miette de noyau. Mais rien n'apparut. S'il y avait eu fracture, elle se dissimulait derrière son propre éclat. La lumière, encore une fois, servait de masque. Les nuits suivantes, la luminosité fluctua violemment. Un soir, magnitude 6, le lendemain 7, puis 5, comme un cœur battant dans le vide. Les amateurs discutaient. Nouvelle explosion ou simple effet d'éclairage ? Personne ne pouvait trancher. Les comètes ne sont pas des horloges. Ce sont des poèmes qui s'effacent à mesure qu'on les lit. Au Cénéos,
les ingénieurs calculèrent l'impact potentiel de la poussière sur les satellites. Même sans collision, un flux accru de micrométéoroïdes pouvait endommager les panneaux solaires ou les capteurs d'orbite basse. Quelques défaillances mineures furent rapportées sur des instruments civils, rien de dramatique. Mais dans le jargon du spatial, rien de dramatique signifie déjà quelque chose. Pendant ce temps, la comète poursuivait sa route, éclatante et imprévisible. Chaque image nouvelle contredisait la précédente. Les astrophysiciens avaient cessé de prédire. Ils observaient simplement, conscients d'assister à une danse sans répétition. Dans les notes de Bertholdt, retrouvées plus tard, une phrase se détachait. Quand une comète s'embrase, ce n'est pas une catastrophe. C'est un souvenir qui s'exprime trop fort. Cette phrase, les chercheurs la relurent en silence. Elle disait l'essentiel. La violence n'était pas une fin, mais une révélation. Swann, en se déchirant, révélait ce qu'elle avait toujours été une archive de glace, un fragment d'origine qui se souvient de la lumière. Et quelque part au-dessus de nous, cette mémoire verte continuait de s'étendre, sans mots, sans témoins, disséminant ses secrets dans le vide. Les données d'orbite furent consolidées fin octobre. C, divisé par 2025, 2, Swann, suivait une ellipse presque ouverte, une excentricité de 0, 999, un plan incliné de 4-5 degrés au-dessus de l'écliptique. Une comète venue du fond du nuage d'Oort, voyageuse d'un autre temps, captive d'un soleil qu'elle n'avait croisé qu'une seule fois depuis 22 000 ans. Son parcours ressemblait à une équation improbable, un fil tendu entre la gravitation et le chaos. Les calculs du Jet Propulsion Laboratory révélèrent une dérive d'environ 1 millier de kilomètres par rapport à la trajectoire initiale. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour troubler les esprits. Cette dérive ne venait pas de l'attraction planétaire, ni d'une erreur de mesure, mais des forces non gravitationnelles. Les jets de gaz qui, en s'échappant, agissaient comme de minuscules propulseurs sur le noyau. Chaque souffle d'hydrogène était une impulsion. Chaque impulsion, une nouvelle direction. La physique n'était plus une certitude, mais une conversation. Carl Battams en fit un constat sobre. Le mouvement d'une comète, c'est la somme de tout ce qu'elle oublie. Une phrase qui semblait sortie d'un traité de philosophie plus que d'un rapport scientifique. Mais elle disait la vérité. À chaque passage près du Soleil, les comètes perdent un peu d'elles-mêmes. Elles changent, se délestent, se réécrivent. Leur orbite n'est pas une boucle parfaite, c'est une mémoire en train de se désagréger. L'équipe de Matthew Knight observa que les déviations s'accentuaient à mesure que la comète s'éloignait. Les projections divergeaient de plusieurs centaines de kilomètres par jour. Un signal clair que le noyau subissait une poussée irrégulière peut être une rotation désaxée, peut être la perte d'un fragment invisible. Les modèles devenaient inutiles. Même les algorithmes les plus précis, nourris de décennies d'observation, s'effondraient devant ce comportement erratique. Swann se comportait comme si elle refusait les lois qu'on lui appliquait. Océaneos, les ingénieurs rappelaient les précédents. La comète 73P, divisée par Schwarzmann-Wachmann 3, qui s'était fragmentée en 1990. La comète Ison, pulvérisée à son premier passage, et tant d'autres qui avaient défié les prédictions. Chaque échec d'anticipation creusait un peu plus la certitude que le ciel ne nous obéit pas. Nous projetons des trajectoires. Le cosmos répond par des fractures. À Paris, dans le bureau de Jean-Louis Bertholdt, les écrans affichaient des simulations colorées, nuages de particules, trajectoires divergentes, points de dispersion. Bertholdt observait ces figures abstraites comme on regarde des constellations. Il nota simplement « Les comètes n'ont pas de destination, elles ont une errance ». Il avait raison. Les forces qui sculptent leur chemin ne sont pas seulement celles de la gravité, mais celles invisibles de la sublimation et du temps.
Chaque jet de vapeur est un souffle d'histoire. Chaque déviation, un choix involontaire. On pourrait croire qu'elles avancent sans conscience, mais leur imprévisibilité même ressemble à une forme d'instinct. Les ingénieurs du JPL enregistrèrent aussi une augmentation du flux de poussière le long de l'orbite. Un ruban diffus de microfragments s'étirait derrière la comète, un nuage large de plusieurs millions de kilomètres. Ces débris, minuscules, voyageraient maintenant sur des trajectoires parallèles à celles de la Terre. Une pluie potentielle d'éclats invisibles, destinée à croiser notre atmosphère un jour ou l'autre. Les météorologues spatiaux évoquèrent la possibilité d'une hausse du nombre d'impacts sur les satellites. Une menace discrète, statistique, presque poétique dans sa précision. Les bureaux de la NASA, au Goddard Space Flight Center, se remplirent de graphiques et de projections. Personne ne parlait plus d'impact, mais de probabilité de fragmentation future. La question n'était plus où elle allait, mais comment elle se défaisait. Car tout dans Swan, sa rotation irrégulière, ses jets erratiques, ses sursauts de lumière, témoignaient d'un corps en tension. Un être de glace sur le point de se réécrire. Une nuit, Battams observa les données en silence. Sur l'écran, la trajectoire s'effilait, remplacée par un nuage de points colorés, les possibles futurs d'un même objet. Il se surprit à murmurer. Peut être qu'il n'y a jamais eu de trajectoire, seulement des essais. Ce mot, essai, résonna longtemps dans la pièce, car c'est bien cela, le secret du cosmos. Un tissu d'essais et d'erreurs, d'ajustements, d'improvisation. La perfection n'existe qu'à la surface des équations. Quand la comète passa au-delà de l'orbite de la Terre, elle semblait intacte. Mais les astronomes savaient déjà qu'elle avait changé. Son orbite, déformée, s'étirait désormais jusqu'aux confins du nuage d'Oort avant de revenir. Peut être dans 22 millénaires, ou peut être jamais. Dans les rapports finaux, une phrase revenait. Anodine en apparence, l'objet demeure actif. La dynamique non gravitationnelle reste non résolue. Mais entre ces lignes froides se lisait une autre vérité. La comète n'était plus un calcul, mais une métaphore. La métaphore d'un univers qui avance non pas vers un but, mais vers une multitude d'incertitudes lumineuses, comme si chaque fragment, chaque atome, chaque pensée cherchait simplement sa propre trajectoire à travers la lumière. Octobre 2025. Le ciel n'avait jamais été aussi peuplé. 2 comètes brillaient simultanément dans les relevés. C divisé par 2025 et C divisé par 2025, A3 Tsuchinshan, Atlas, l'une verte et instable, l'autre dorée et docile. Et pendant ces mêmes nuits, les météores de la pluie des Orionides, vestiges de la comète de Halley, traçaient des traits de feu au-dessus des déserts et des océans. Le monde, pour un instant, sembla se souvenir qu'il faisait partie du ciel. Les observatoires croulaient sous les demandes. Les astronomes amateurs publiaient des photographies saturées de couleurs. Les médias titraient « Le mois où 2 comètes ont embrasé la Terre ». Pour le public, c'était une fête, une offrande de lumière dans le vide. Mais pour ceux qui surveillaient les trajectoires, c'était le pire des scénarios. Trop de signaux, trop de beauté, pas assez de vigilance. Le cosmos devenait un écran. Un feu d'artifice dont personne ne voulait lire les conséquences. Dans les centres de contrôle, les flux d'observation s'entrechoquaient. Les télescopes, détournés vers Atlas et la pluie d'étoiles filantes, laissaient à Swan une attention distraite. La saturation n'était pas qu'une question de pixels. C'était une question de conscience. Quand tout devient spectaculaire, plus rien ne retient le regard. La splendeur devient un bruit de fond. Les ingénieurs du CNEOS avaient pourtant publié un bulletin sobre. Object suivi, aucun risque d'impact. Poursuivre la surveillance des débris. Mais personne ne lit les bulletins sobres. Les yeux des foules cherchent les éclats, pas les nuances. Et l'univers, patient, continue d'écrire en silence
ce que nous refusons de déchiffrer. Jean-Louis Berthaud, interrogé par une radio scientifique, tenta d'avertir sans alarmer. Il n'y a pas de danger immédiat, mais il y a un danger d'habitude. Le journaliste ne comprit pas. Il le reformula pour son auditoire. « Donc, tout va bien ?» Et Berthaud, las, répondit simplement. « Oui, tout va bien. » Jusqu'à ce que la lumière se taise. Cette phrase passa inaperçue. Elle contenait pourtant l'essence du problème. Nous vivons dans un monde où la beauté du ciel étouffe sa signification. Chaque comète devient une image à partager. Chaque météore, un vœu à formuler. La science, elle, disparaît sous les filtres. Dans les bureaux du Jet Propulsion Laboratory, Matthew Knight observait les courbes de densité de particules sur l'orbite de Swan. Une fine traînée de poussière, un peu plus dense que prévu, croisait la trajectoire terrestre. Pas de menace, juste une statistique. Mais la statistique, dans l'espace, est une prophétie à retardement. Personne ne peut dire quel fragment minuscule deviendra un jour une étincelle. Les instruments le savent, les humains l'oublient. Les nuits d'octobre devinrent un théâtre. Sous les constellations, des milliers de photographes cherchaient à capturer les deux comètes dans le même cadre. Des lignes vertes et dorées, des météores qui traversaient l'image, une symphonie d'instants. Mais plus personne ne regardait le fond du décor. Ce vide immense où se mêlent le silence et la poussière. La science est née de ce vide, et c'est lui que nous fuyons désormais. À la NASA, certains s'inquiétaient de cette distraction collective. Une note interne circula. Public, attention bias high. Monitoring gap possible. Ensure redundancy. Une phrase sèche pour dire que l'humanité, fascinée par le spectacle, risquait encore une fois de manquer l'essentiel. Ce n'est pas le danger qui nous menace, c'est la dispersion de notre regard. Carl Battams, depuis Washington, écrivit dans un courrier « Le ciel n'est pas une scène, c'est un miroir, et nous passons notre temps à nous admirer dedans. » Ces mots n'étaient pas amers, seulement lucides. La comète Swan n'était pas un personnage. Elle était un symptôme, celui d'une civilisation qui transforme tout en image avant de comprendre ce qu'elle regarde. La nuit du 20 et 1 octobre, la pluie des Orionides atteignit son apogée. Les traînées lumineuses tombèrent par centaines. Les gens sortirent, levèrent la tête, filmèrent le ciel. Pendant ce temps, quelque part entre la Terre et Mars, Swan poursuivait sa lente dérive, rejetant dans son sillage des millions de grains de poussière. L'instant d'un souffle, tout ce vacarme de lumière, ces cris d'émerveillement, cette beauté collective, ne furent qu'un battement dans l'indifférence cosmique. Et quand l'aube arriva, tout rentra dans l'ordre. Les réseaux se turent, les observatoires classèrent leurs images, le monde, satisfait, redescendit sur Terre. Seul le vide, au-dessus, gardait trace du passage un sillage d'éclats invisibles, une archive sans témoin. La beauté avait rempli le ciel. La vigilance, elle, avait disparu. La découverte officielle de C, divisée par 2025, R2, déclencha la chaîne de protocoles habituels. Minor Planet Center, Jet Propulsion Laboratory, CNEOS. Une mécanique bien huilée, censée garantir que rien n'échappe à la surveillance du ciel. Mais derrière cette apparente rigueur, chaque maillon cachait une fragilité. Les délais, les doublons, les angles morts. L'information ne circule pas à la vitesse de la lumière, mais à celle de l'administration. Au Minor Planet Center, les premières données de position furent reçues et validées avec prudence. Quelques points seulement, recueillis après le périhélie. Trop peu pour construire une orbite solide. Les astronomes savaient que plus un objet est tardivement détecté, plus sa trajectoire reste incertaine. Et pourtant, la routine suivit son cours. Vérification, transmission, calcul. Les chiffres semblaient précis, mais la précision n'est qu'une illusion quand le temps manque. À Pasadena, au Jet Propulsion Laboratory, les ingénieurs du programme Horizon
recalculait les trajectoires. Il savait que les modèles dépendaient d'une fenêtre d'observation trop courte. Chaque donnée supplémentaire pouvait déplacer la courbe d'1 millier de kilomètres. Les jets de gaz, les forces non gravitationnelles, les erreurs de calibration rendaient le reste incontrôlable. Les algorithmes s'efforçaient de corriger ce qu'ils ne comprenaient pas. L'incertitude devenait mathématique. Matthew Knight tenta d'alerter le réseau. 3 semaines de données, c'est insuffisant. Mais les règles sont les règles. Le CNEOS n'ouvre un dossier de suivi que si une menace d'impact est jugée crédible. Et une comète à longue période n'entre pas dans cette catégorie. Aucun protocole d'urgence, aucune réunion, aucune vérification immédiate. Le danger, cette fois, n'était pas dans le ciel, mais dans le formulaire. Dans un rapport interne, Karl Battams écrivit « Notre système est robuste sur le papier, vulnérable en pratique. Une seule caméra, un seul capteur vieillissant, un seul regard pour le côté du soleil. » Cette phrase résumait tout. Le SWAN, l'unique instrument capable de détecter ce genre d'objet dans la zone aveugle, fonctionnait depuis 3 décennies. Ses capteurs perdaient de la sensibilité, son étalonnage dérivait. Et pourtant, c'était encore lui, ce vieil œil solitaire, qui avait vu ce que tous les observatoires modernes avaient manqué. La surveillance du ciel reposait, littéralement, sur un vestige. Les ingénieurs se souvenaient d'autres ratés. En 2008, TC3, un petit astéroïde, avait été repéré seulement 10 à 9 heures avant d'entrer dans l'atmosphère du Soudan. En 2014, AA n'avait été détecté que quelques heures avant sa désintégration. En 2019, MO avait explosé au-dessus de Porto Rico, sans aucun avertissement. 3 exemples, 3 échecs, 3 rappels que notre vigilance a toujours un angle mort. L'effet Holichek, cette barrière de lumière que la Terre ne peut franchir, restait la faille la plus connue, la plus redoutée. Mais la véritable faille, la plus dangereuse, était d'un autre ordre, humaine. L'illusion du contrôle, l'orgueil des procédures, la confiance aveugle dans les chiffres. Nous croyons maîtriser la surveillance du ciel comme on croit posséder la vérité parce qu'on en a défini les règles. Mais le cosmos n'obéit pas aux règlements terrestres. Dans les notes de Jean-Louis Berthaud, retrouvées après sa mort, une ligne à la main disait « Ce que nous appelons système est souvent un mythe collectif, un confort face à l'imprévisible. » La phrase fit le tour des laboratoires, puis disparut, comme toutes les citations gênantes. Car il est difficile d'admettre que la science moderne, si précise, repose encore sur le hasard et la vigilance de quelques yeux fatigués. Un seul capteur défaillant. Et c'est tout un monde qui devient aveugle. Au Goddard Space Flight Center, des discussions commencèrent sur la nécessité d'un télescope solaire dédié à la détection d'objets entrants. Les budgets furent étudiés, les projets esquissés, mais rien ne fut voté. Il n'y a pas d'urgence pour ce qu'on ne peut voir. Le danger invisible ne convainc jamais les commissions. Pendant ce temps, le SWAN continuait de fonctionner. Un peu plus lentement, un peu plus faiblement, fidèle à son rôle de sentinelle vieillissante. L'événement de C divisé par 2025 R2 fut finalement archivé, classé dans la catégorie « Découverte tardive sans risque d'impact ». Une mention anodine dans une base de données. Aucune alerte, aucun souvenir collectif. Le système avait survécu à son propre échec, comme toujours. Et l'humanité, satisfaite de ne rien avoir perdu, ne se rendit pas compte de ce qu'elle n'avait pas gagné, la lucidité. Quand le dernier rapport fut clos, un ingénieur anonyme écrivit en marge du dossier « Nous n'avons pas besoin de plus d'yeux. Nous avons besoin d'apprendre à regarder différemment. » Personne ne répondit à cette phrase. Elle resta dans le silence des serveurs, entre 2 lignes de code, comme un souvenir de ce que le système n'ose jamais admettre, que la prochaine alerte ne viendra pas d'un impact, mais d'une omission. Les jours passèrent, et la comète C, divisée par 2025 R2 SWAN, disparut peu à peu du champ des télescopes. Son éclat diminua, sa queue se fragmenta, sa trace s'effaça du ciel.
Les observatoires fermèrent leur protocole de suivi. Les instruments furent réorientés vers d'autres cibles. Dans les bases de données, elle devint une ligne, un numéro, une archive. Mais au fond, personne n'avait vraiment compris ce qu'elle avait révélé, car l'histoire de Swann n'était pas celle d'un passage, mais celle d'une omission. Les médias parlèrent de l'événement évité, d'un miracle de précision. Les scientifiques, eux, restèrent sobres. Aucun danger détecté. Découverte tardive. Étude close. Tout semblait revenir à la normale. Mais la normalité, dans le cosmos, n'est qu'une illusion que nous entretenons pour oublier notre vulnérabilité. Au Naval Research Laboratory, Carl Battams rédigea le dernier rapport. Une phrase, presque invisible au milieu des chiffres, résumait tout. The real risk is not the comet. It's what we didn't see coming. Cette phrase, traduite, circula discrètement entre chercheurs avant de se perdre dans le flux des nouvelles du monde. Elle disait pourtant la vérité. Le danger n'est pas toujours ce qui approche, mais ce qui nous aveugle. Jean-Louis Berthaud, qui avait passé sa vie à observer la lumière, disait souvent que la clarté absolue est une forme de ténèbres. Il n'aurait pas trouvé meilleur exemple que Swann. La comète avait surgi de la région la plus lumineuse du ciel, celle que la Terre ne peut regarder sans se brûler. Elle avait glissé devant nous, révélée par un instrument ancien, comme un message envoyé depuis le cœur même du Soleil. Un message que nous avons failli manquer, simplement parce que nous regardions ailleurs. Les philosophes de la science aiment dire que chaque découverte est aussi une autopsie de l'ignorance. Celle-ci ne fit pas exception. En dévoilant notre incapacité à voir ce qui vient du Soleil, Swann montra que notre surveillance du cosmos repose sur un paradoxe. Plus nous éclairons le ciel, plus nous perdons les zones d'ombre qui nous guident. Nous traquons la vérité avec des outils faits de lumière, sans comprendre que la lumière, en se multipliant, finit par nous cacher ce qu'elle prétend révéler. À l'ESA, un jeune chercheur proposa un projet de télescope solaire orienté vers l'intérieur du système, capable d'observer en permanence la zone aveugle. Le projet reçut des éloges, puis fut rangé dans un tiroir en attente de budget. L'urgence avait disparu avec la comète. Le silence, une fois encore, avait gagné, mais quelque chose demeurait. Une inquiétude discrète, une impression d'inachevé. Certains scientifiques parlaient d'une blessure cognitive. Swann n'avait pas blessé la Terre, mais elle avait blessé notre certitude. Elle nous avait forcés à admettre que le cosmos n'est pas une carte fixe, mais une conscience mouvante qui échappe à notre désir d'ordre. Matthew Knight résuma ce sentiment lors d'une conférence. Nous croyons surveiller le ciel. En réalité, c'est lui qui nous observe, attendant de voir quand nous cesserons de le prendre pour acquis. Personne n'applaudit. La phrase tomba comme une poussière dans la salle. Une poussière, précisément, comme celle qui tombait encore, chaque nuit, dans notre atmosphère, vestige du passage de Swann. Invisible, persistante, mémorielle. Chaque grain, une trace de ce que nous avons manqué. Le 25 novembre, Soho transmit sa dernière observation. Une lueur infime, évanescente, s'éloignant vers les confins du système solaire. Puis plus rien. Le détecteur Swann, fatigué, entra en mode veille. Le dernier œil, capable de voir à travers la lumière, se ferma pour un instant. Le vide, de nouveau, reprit sa place. Dans le rapport final de l'ESA, la conclusion était froide, administrative, aucune anomalie détectée. Données archivées, fin de mission. Mais dans l'espace, les anomalies ne disparaissent pas. Elles patientent et parfois elles reviennent, plus grandes, plus lumineuses, plus proches. Nous n'avons pas vu le danger, nous avons vu notre limite. Et être-ce là, finalement, la leçon la plus fidèle que le cosmos puisse nous offrir, que la lumière n'éclaire pas toujours, qu'elle cache,
qu'elle trompe, et qu'au cœur même de son éclat, il reste encore tant de choses à apprendre, tant de choses à voir que nous n'avons jamais vues.